C'est juste que ça connecte. Bon. Ce sera pas bien long. Bonjour, alors donc on est sur la capsule des interviews aujourd'hui et on a la chance avec nous d'avoir un dentiste de Montréal, Dr Duke Lamdo, un de mes collègues en multidisciplinaire à Montréal. Donc je vais laisser Dr Duke se présenter et puis on va passer après aux questions de l'interview. Merci. Alors bonjour à tous, bonjour Caroline. Merci beaucoup pour l'invitation à cette plateforme et de partager avec vous. On a rarement l'occasion d'avoir un auditoire pour partager ensemble et de prendre le temps. On sait à quel point c'est important, justement en parlant de multidisciplinaire. Donc moi, ça fait 16 ans que je suis dentiste. Je pratique à Montréal. On a un bureau à Anjou et un bureau dans l'Ouest, à Kirkland. Et puis, pour ce qui est des frénectomies au niveau des nouveau-nés ou aussi d'autres types de populations, on les pratique aux deux endroits. Et puis, cette année, le projet qu'on avait au niveau du centre dentaire Lakeshore, c'est, avec l'agrandissement de la clinique, d'instaurer aussi l'Institut d'ankylosing de Montréal. Donc, avec ça, c'est un projet qui se veut une nouveauté, là, si je peux dire, là, à Montréal, pour avoir un centre totalement pluridisciplinaire pour avoir une approche globale et compréhensive au niveau du traitement de l'ankyloglossie. Donc, on a bien hâte à ça. Malheureusement, il y a eu certains événements qui ont mis une petite pause sur l'avancement des rénovations. Mais avec le retour d'environ 10 jours pour ce qui est de notre profession, ça va nous permettre justement de donner suite à tout ça. Et on a bien hâte de vous accueillir dans nos nouveaux locaux à Kirkland. Merci beaucoup. Alors, je vais aller sur ma première question. Tu m'entends bien? Oui, tu m'entends? Parfait. Donc, je voulais savoir, on voudrait savoir, alors, c'est quoi exactement une frénectomie? D'accord, c'est un très joli mot. Et quand on regarde au niveau de la littérature, il y a plusieurs désignations de ce mot, que ce soit frénectomie, frénotomie, frénulectomie, etc. Donc, vraiment, à la fin de la journée, ça désigne l'ablation du tissu, là, dans le fond, la muqueuse, que tout le monde a en passant au niveau intrabuccal. Et puis, ça se trouve à différents endroits, que ce soit au niveau de la lèvre, ça peut être au niveau de la langue, ça peut être au niveau des joues également. Donc, les freins buccaux sont bel et bien une réalité et non un mythe, comme pourraient le faire croire certains textes. Et puis, donc, pour pouvoir même entrer dans le vif du sujet, là, si on regarde au niveau de la classification que j'utilise, particulièrement au niveau du bureau, c'est la classification de Dr. Kotlow, Dr. Larry Kotlow, qui est une des sommités dans ce domaine. Donc, c'est un dentiste pédiatrique qui pratique à Albany, dans l'État de New York. Et puis, il a écrit beaucoup de livres, il a fait beaucoup de recherches concernant ceci, beaucoup de publications qui sont très facilement accessibles d'ailleurs sur son site internet www.kidsteeth.com. Donc, c'est une mine d'informations avec également les articles de recherche qu'il a publiés. Et puis, si on commence au niveau des freins de langue, donc ça, c'est une classification que je trouve qui permet d'uniformiser un peu nos communications interprofessionnelles. Donc, tout de suite, ça nous permet vraiment d'avoir un visuel, d'avoir une image mentale de ce à quoi on fait allusion quand on se parle entre nous. Alors, les 4 types que nous voyons ici, donc si on commence par le type 1, la restriction est complètement au niveau du bout de la langue. Donc, c'est le bout de la langue qui totalement va s'attacher sur la crête. Et puis, c'est vraiment, là, il n'y a pas plus antérieur que ça là, comme attachement. C'est sûr qu'au niveau de la limitation, c'est ce qui est le plus facilement compréhensible dans le domaine des professions médicales. Si on regarde au niveau du second type, donc, c'est un petit peu plus en deçà du bout antérieur au niveau de la langue. C'est juste un petit peu en deçà, mais c'est quand même en avant de la partie médiane de la langue. Donc, si en coupe sagittale, on imagine la langue, où est-ce qu'elle est positionnée. Donc, c'est quand même en avant de cette zone médiane-là. Et c'est un attachement qui est définitivement considéré parmi les antérieurs. Si on regarde au niveau du type 3,
À ce moment-là, on est plus dans la zone médiane, au niveau de la face ventrale, là, au niveau de la langue. Et puis cet attachement-là peut être un peu plus difficile à évaluer, à trouver peut-être, contrairement aux deux autres. Et puis clairement, celui qui est le plus difficile à dépister, c'est le type 4. Donc le type 4, c'est complètement en région postérieure. On l'appelle des fois justement un frein postérieur. Il peut être aussi considéré bien sous-muqueux. C'est pour ça que des fois, quand on a des demandes, que ce soit au niveau des parents ou certains patients qui m'envoient une photo et qui me demandent OK, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça, c'est une partie de la conversation qui peut commencer. Par contre, l'évaluation fonctionnelle, c'est qu'est-ce qui est requis. Puis l'évaluation fonctionnelle se fait uniquement avec un examen en personne, où est-ce que là, on peut vraiment aller palper et puis voir vraiment qu'est-ce qu'il en est au niveau des attachements en question. Mais surtout aussi, le diagnostic se fait beaucoup avec l'histoire, donc avec l'historique au niveau des signes et symptômes qu'on requiert. Donc, une grosse partie de l'évaluation se fait d'abord et avant tout avec l'historique. Si on passe après au niveau des freins de lèvres. Donc, au niveau des freins de lèvres, celui-ci qui est bien présent aussi, mais que des fois, il est passé au travers. Donc, le premier attachement, donc un type A, quand on étire la lèvre vers le haut, on va remarquer deux types de gencives. Une gencive qui est un peu plus rose clair, rose corail, là, si on peut dire. Et puis la partie supérieure, vous remarquez que c'est un peu plus rougeâtre, ça peut être violacé un petit peu plus chez certaines personnes. Et donc, l'attachement de type A se trouve près de cette jonction-là. Okay? Donc, au niveau de la zone intermédiaire. Si on regarde le type B, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, il s'en va jusqu'au sommet de la crête alvéolaire. Donc, ça va vraiment jusqu'au sommet, sans passer encore en arrière au niveau du palais, mais il se repose vraiment totalement jusqu'au sommet. Et je vous dirais que dans notre pratique, c'est ce que nous remarquons le plus souvent au niveau du diagnostic des bébés qui viennent pour ces raisons-là. Et puis le type C, en fait, lui, c'est un attachement qui va se rabattre en arrière, donc au palais, au niveau de la région qu'on appelle la papille incisive. Donc, c'est un peu juste postérieur à cette zone-ci. Donc, on ne la voit pas, c'est un tout petit peu caché. Si vous mettez la langue entre vos deux incisives centrales, vous sentez peut-être une petite boule, une toute petite bosse en arrière, dans la partie du palais. Donc, ça se trouve être la papille incisive. C'est une zone qui est peut-être un peu plus sensible aussi quand vous passez la langue à répétition dessus. Donc, ça, c'est un attachement qui, vous comprendrez, est quand même peu à le potentiel certain d'être le plus restrictif et à ce moment-là de causer certaines problématiques par rapport à la mécanique de TT, qui est le sujet principal qui nous intéresse. Maintenant, j'ai malheureusement pas pu trouver une diapositive par rapport à ça, mais un autre type de frein aussi qui est bien important à considérer, c'est les freins de joue, donc les freins buccaux. Donc, si vous promenez votre lèvre à l'intérieur au niveau de la cavité buccale, de temps en temps, puis vous poussez, vous allez peut-être sentir un petit repli. Et ce repli, en fait, ça se trouve à être un frein, là, ou un vestige de frein, si on peut dire, surtout s'il est moins prononcé, mais au niveau buccal. Et puis ceux-là aussi, dans certaines situations, peuvent entrer à l'encontre d'une mécanique péribuccale efficace au niveau du transfert de lait maternel pour l'enfant. Donc ceux-là aussi, dans certaines situations, il faut les opérer. Je dirais que c'est quand même rare d'avoir ça, mais c'est important d'être à l'affût aussi dans nos évaluations de nos patients. Merci beaucoup de toutes ces explications. Alors, ma question suivante, c'est à partir de quel âge tu peux commencer à faire des interventions au niveau de la bouche et des freins? Est-ce qu'il y a un âge où on ne peut plus du tout en faire et est-ce qu'il y a un âge où ça recommence? Donc, comment tu gères ça au niveau du 0-15 ans, genre, s'il te plaît? Oui. Je vous dirais qu'au niveau des âges, donc au niveau de la clinique, on est aussi une clinique
très axé au niveau physiologique, au niveau fonctionnel. L'autre dentiste, qui est ma conjointe, en fait, on la salue. Ma conjointe a fait beaucoup d'orthodontie. Donc, au niveau de notre pratique, c'est sûr que en complémentarité avec ce qu'elle fait, le focus peut aller à différents âges. Donc, je vous dirais que le plus jeune que j'ai opéré, il venait de sortir de l'hôpital. Donc, on parle de 48 heures de vie. Et puis, nous, littéralement, on est situé à quelques mètres de l'hôpital Lakeshore. Là. Donc, des fois, l'intervention, elle est faite dans le milieu hospitalier, mais si jamais ça n'a pas été évalué ou ça n'a pas été fait pour quelque raison que ce soit, à ce moment-là, on peut les opérer jeunes à cet âge-là. Si on continue dans ce groupe d'âge, disons, pour ce qui est des bébés, là, que vous voyez aussi beaucoup dans vos pratiques, j'imagine. Donc, je vous dirais que les premières 10 semaines de vie, c'est là où la majeure partie des patients que nous voyons bébés pour des causes, pour des raisons d'allaitement, viennent nous consulter. Et puis, c'est là que je vous dirais aussi que le plus haut taux de succès côté guérison et récupération se trouve. La partie chirurgicale est rapide. Donc, c'est un acte qui prend la plupart du temps 30-40 secondes à faire. C'est une chirurgie qui se fait au laser. Et puis, à la suite de ça, il y a des instructions qui sont remises aux parents par rapport aux exercices et aux soins post-opératoires qui sont hyper importants pour ce qui est de la gestion de la plaie et s'assurer que la guérison soit le plus optimale possible. Le suivi pluridisciplinaire est soit déjà entamé au préalable ou bien il débute après, donc avec une équipe de soins qui comprend donc tous les gens qui ont travaillé au niveau musculo-squelettique, dans votre profession, au niveau des chiropraticiens, au niveau aussi dans certaines situations, nous avons aussi de l'aide avec les médecins de famille. On a des pédiatres qui sont impliqués, bien sûr, les consultantes en lactation IBCLC certifiées sont certainement au sommet de la pyramide. Et pour vraiment chapeauter tout ça, chapeauter les suivis, nous faisons un suivi en personne à 3 jours post-opératoire, 3-5 jours, je vous dirais. Et le prochain suivi, on le fait 3 semaines après. Donc, ça nous permet d'avoir quand même un aperçu du patient dans les premiers jours pour s'assurer que la plaie soit adéquate, la guérison soit adéquate. Et 3 semaines après, parce que c'est le temps que nous recommandons pour la durée totale des exercices qui se font à raison de 3-4 fois par jour pendant toute cette période-là. C'est la période qu'on a trouvé que ça nous donnait les résultats les plus probants. Puis malheureusement, des fois, c'est un peu oublié, la gestion post-opératoire. Malheureusement. Donc, il y a quand même des interventions qu'on doit réintervenir pour des raisons qu'il n'y a pas eu de soins qui ont été faits en post-op. Il n'y a pas eu de suivi pluridisciplinaire aussi qui n'a pas été fait. Et là encore, c'est important vraiment de comprendre l'aspect compréhensif, l'aspect pluridisciplinaire de cette problématique. Je veux dire, on a quelques instants, quelques moments pour suivre les patients, mais à la fin de la journée, c'est vraiment la gestion en équipe qui permet d'optimiser la guérison et les soins pour ce qui est des bébés. Si on continue, donc en termes de groupe d'âge, à ce moment-là, on va dépasser le 10-12 semaines de vie. On va aller voir des enfants qui sont un peu plus âgés. Des fois, il y a des attachements qui ont été là, qui ont été vus, dépistés. Il y a eu un point d'interrogation qui a été mis à côté parce qu'au niveau de l'allaitement, disons, ça va bien. Et souvent, le focus en milieu hospitalier à la naissance, ça va être ça. Donc, si l'allaitement va bien, l'enfant prend bien son poids, pas de douleur chez maman, mastite, infection, la production est bonne, des fois, ça va être laissé pour compte. Par contre, quand vient le temps d'introduire des solides, là, à ce moment-là, ça peut commencer à se manifester. Donc, au niveau du patron de déglutition, ça peut être également une raison pour laquelle nous faisons l'intervention. Donc, des fois, 6, 7, 8 mois, quand les parents commencent à introduire la nourriture avec les enfants, et ils vont remarquer, ils vont se poser des questions. Par exemple, ils viennent nous voir et ils disent: ah, ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon enfant n'aime pas les brocolis? Ou bien c'est parce qu'il y a de la misère à gérer la texture de cet aliment. Et puis souvent, qu'est-ce qu'on va voir, surtout s'il y a une restriction au niveau lingual qui est flagrante, là, par exemple, type 1, type 2, qui sont très constrictifs, qu'on va aller palper. À ce moment-là, c'est sûr que le patron de déglutition est affecté et puis qu'à ce moment-là, on va opérer. Si on continue au niveau des autres groupes d'âge, bien sûr, bon,
1, 2, 3 ans, ça peut être plus un défi aussi, mais par contre, pour les raisons que je vous ai énumérées précédemment, c'est une intervention quand même qui est pratiquée chez nous. Nous avons un système de contention que nous utilisons pour les jeunes enfants. Donc, ça nous permet justement d'avoir un enfant, un patient qui est stable le plus possible. On a un système pour rétracter au niveau intrabuccal aussi. Donc, ça nous permet d'avoir cette approche avec le laser qui me permet également la plupart du temps d'éviter de mettre des points de suture, ce qui est génial. C'est fantastique, c'est plus rapide pour tout le monde également. Là, si on continue, à ce moment-là, 3, 4, 5 ans, ça peut être les orthophonistes qui vont nous référer. Donc, pour des raisons au niveau de la prononciation, au niveau de la phonétique, l'articulation, des sons. Voilà, donc des raisons pré-orthodontie aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Quoique de nos jours, il y a beaucoup de thérapie au niveau oro-myofonctionnel qui est faite. Puis à ce moment-là, ça permet déjà soit de préparer ou d'optimiser au niveau de la croissance crânio-faciale au niveau des enfants. Et puis c'est un aspect que vous touchez également dans vos professions. Donc c'est génial d'avoir une synergie à ce niveau-là. J'ai vu une photo défilée d'une plaie. Est-ce que c'était correct? Est-ce que vous voulez que j'en parle un petit peu de la gestion de plaie? D'accord. Donc la plaie se définit, comme vous voyez, sur la photo, donc c'est un losange. Donc que ce soit au niveau de la lèvre, des joues, au niveau de la langue, donc partout, ultimement, la plaie, une fois qu'elle est définie, ça ressemble un peu à ceci. Et puis, donc suite à ça, cette zone-là, c'est ça vraiment qu'on veut maintenir. Donc il y a deux types de massages. Le massage, on les recommande pendant environ une quinzaine de secondes, 4 fois par jour. Et donc la zone diamantaire que vous voyez, le premier mouvement, c'est d'aller gauche-droite et au bas. Donc, ce mouvement, ça permet d'avoir une traction, une rétraction au niveau de la plaie, puis éviter que le tissu, qu'il y ait une réadhésion à cet endroit-là. Puis le deuxième mouvement que nous faisons, donc toujours positionné en arrière de l'enfant, c'est toujours plus facile à ce niveau-là, c'est d'y aller avec nos 2 index et d'aller rétracter vers nous, compte tenu qu'on est en arrière de l'enfant, donc vers nous et vers le haut un petit peu. Donc là encore, on garde chacun de ces mouvements-là, c'est environ 3 secondes, et puis donc on les fait en alternance pendant environ la quinzaine de secondes, 3 fois par jour, 3 semaines. Donc c'est des recommandations qui sont claires, qui sont émises aux parents. On donne les instructions au préalable. On fait la démonstration immédiatement en post-opératoire. Ils ont des références aussi sur notre site Internet par rapport à comment gérer cette plaie. S'il y a des oublis, on leur remet un protocole écrit et également, il y a une vidéo. Donc, avec tout ça, on espère clairement qu'ils savent que c'est important. Et ça, on met l'emphase, malgré que l'intervention elle est faite au laser aussi, qui, en fait, est l'outil chirurgical qui a le moins d'incidence de réadhésion au niveau des tissus. Merci beaucoup. Beaucoup d'informations. Il me reste une petite question. L'importance des exercices. Alors, est-ce que les exercices sont commencés dès la première journée ou est-ce que tu attends quelques jours avant que les exercices soient faits dans la bouche? Non, c'est ça. Donc, les exercices immédiatement en post-opératoire, quand j'ai fini, des fois les parents sont en salle, des fois les parents ne le sont pas. Donc, on amène tout le monde dans la salle à ce moment-là, là, ceux qui font les exercices en fait. Et puis, on fait la démonstration immédiatement. On leur recommande clairement de commencer tout de suite. Les premières journées, c'est là où est-ce qu'il y a davantage de potentiel de réadhésion là, au niveau des fibres. Donc, tout ce qui est au niveau de la muqueuse, le tissu épithélial, le réattachement se fait hyper rapidement. Les cellules migrent très vite. Conséquemment, des fois, les gens, ils nous appellent à 2-3 jours, ils ont peut-être ils ont peut-être eu peur ou quoi que ce soit de faire les exercices. Et donc, il y a déjà une apparence un peu de toile d'araignée, là, si je peux dire. Donc, c'est certaines fibres qui ont réussi à réadhérer. Et puis, s'ils ont peur d'aller un petit peu plus loin, mais justement, c'est la raison pour laquelle on veut les voir à 3 jours. Ça nous permet de vraiment les remettre sur le droit chemin. Et puis, à ce moment-là, nous, ça prend quelques secondes pour détacher le tissu. Si jamais il y a réadhésion, on leur dit aussi de ne pas s'inquiéter si jamais il y a un peu de saignement, parce que c'est sûr que s'il y a un peu de réadhésion, à ce moment-là, il y aura un peu de saignement, mais le lait maternel va permettre de cautériser. Et puis aussi, pour ce qui est de l'inconfort dû au massage, parce que, bon, on va se le dire, là, c'est... Imaginez que vous mangez trop vite puis que vous mordez la joue, ça laisse une plaie. Ça ressemble un peu à ça au niveau apparence et au niveau sensation également. Donc, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas nécessairement le plus confortable. Par contre, bon, ils peuvent y aller avec un peu de lait maternel, avec le doigt, quand ils font les massages. Ils peuvent y aller aussi avec de l'oragel pour bébé naturel.
ou bien de l'huile de noix de coco pure. Donc ça peut aider aussi les enfants, des bonnes propriétés au niveau antidouleur et certainement au niveau hydratation du collagène. Donc c'est génial côté guérison. Je vous dirais que l'Oragel, c'est peut-être le plus rare des trois qui est utilisé et la plupart des familles vont opter avec les deux autres, là, clairement, les maternelles, noix de coco, alternance. Tylenol aussi, on peut recommander aussi les premières journées si l'enfant est vraiment plus irritable, plus hors de lui. Donc, bien sûr, juste connaître le poids. On fait un calcul exact du dosage, compte tenu que si c'est des très jeunes enfants, nécessairement, donc c'est en fonction de leur poids le plus récent. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir soit nous faire le calcul ou bien à la pharmacie, dépendant la concentration de la bouteille qu'ils auront prise. On va pouvoir faire un calcul exact du dosage à donner à leur enfant. Mais bien sûr, pour ce qui est des nouveau-nés, le meilleur médicament demeure d'être avec maman, en corps à corps, en peau à peau. Et puis, on ne pousse pas tant sur le Tylenol, mais je leur avise quand même que c'est une aide qui peut être bénéfique durant les premières journées. Et ma dernière question, je voudrais savoir, est-ce que tu les revois? Donc, tu as parlé du 3e jour après, pour être sûr qu'il n'y ait pas de raccrochage. Mais est-ce qu'il y a un suivi qui est fait un peu plus loin dans le temps? Oui, donc il y a 2 suivis qui sont faits. Au niveau du bureau, en fait, comment on fonctionne? Une fois que l'intervention elle est faite, je fais un suivi post-opératoire moi-même pour toutes les chirurgies que je fais. Je le fais dans les 24 à 48 heures. Et puis ensuite, les gens viennent nous voir en clinique. Ça, c'est 3 à 5 jours post-opératoire. Suite à ça, bien, sur le document qu'on leur remet, ils ont également mes coordonnées. Donc, ils ont nos coordonnées de bureau. Donc, si jamais ils nous rejoignent durant ces heures-là, on va pouvoir les aider. Mais ils ont également à leur disposition mon courriel personnel. Ils ont mon téléphone cellulaire personnel également. Donc, pour hors des heures de bureau, là, donc c'est plus facilitant. Là. Des fois, on a un souci, on a une question, puis ça me fait vraiment plaisir d'être là pour ça. On est très fiers de la manière qu'on travaille au niveau du bureau et je mets beaucoup l'emphase sur la proximité qu'on a avec nos patients. Et puis, c'est quelque chose qu'on perpétue à travers nos années de pratique. Donc, ça me fait vraiment plaisir de revoir tout le monde et de discuter de n'importe quel souci qu'ils ont. Donc, toute cette période-là, entre-temps, après le premier 3 à 5 jours, est-ce qu'on les a vus? Bien, il y a des suivis chez vous, chez notre consultante en lactation, ça peut être chez un médecin, donc différents intervenants en santé qui ont un rôle là, au niveau du travail musculo-squelettique, au niveau de la guérison, vérification, ça peut être une infirmière, ça peut être un CLSC, etc., etc. Et puis nous, ben, on va les revoir une autre fois aussi, 3 semaines par après. Et puis à ce moment-là, ça nous permet d'évaluer la potentialité de la guérison, où est-ce qu'on est rendu vraiment, ça nous donne une belle idée. Donc vraiment à savoir s'il faut qu'il continue ou pas des exercices. La plupart du temps, ça va être correct, mais dans certaines situations, quand le tissu, par exemple, est un petit peu plus dense, on va recommander des fois de continuer avec, par exemple, de l'huile de coco, parce que pour leurs propriétés hydratantes là, au niveau du collagène, donc ça permet d'assouplir au niveau des tissus si jamais c'est nécessaire d'avoir cette action qui vient en complémentarité pour la guérison au niveau des derniers stades de guérison. Donc oui, le suivi, oui, il y en a. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations, Dr. Duke, et pour ton temps et pour ta générosité. Et je sais qu'on va continuer à travailler dans les autres années, c'est certain. Et j'apprécie énormément tous les retours que tu me fais. Oui, de travailler vraiment en collaboration. Tout à fait. Et tous les retours que tu me fais par email et puis l'interaction qu'on peut avoir sur des dossiers communs. Merci beaucoup. J'apprécie énormément votre travail dans les 2 cliniques et au plaisir de se reparler très vite. Merci. Et la prochaine fois, peut-être qu'on peut prendre un peu plus de temps. C'est un peu trop succinct d'essayer de livrer l'information en 20 minutes. Effectivement, bonne journée à tous. C'est juste une introduction et de toute manière, tu as ton site internet et puis ta page Facebook. Si les gens veulent plus d'informations, ils vont aller spécifiquement sur des pages professionnelles. Moi, c'est juste pour piquer la curiosité et ouvrir des sujets. Et effectivement, c'est court. Effectivement, je le comprends. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Portez-vous bien. Bye bye.